Rebelle TV est en compagnie de Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu-la-Napoule, élu dès le premier tour lors des dernières élections municipales, qui après avoir été premier adjoint de 2014 à 2017, avait succédé à cette même date à Henri Leroy, parti au Sénat. Bonjour Sébastien Leroy. Bonjour. Alors, si nous faisions un feedback sur les 12 derniers mois à Mandelieu-la-Napoule, on pourrait penser que vous avez passé quelques nuits blanches entre les intempéries et la Covid-19. Quelques-unes en effet. Disons qu'il est vrai que la crise du Covid-19 nous a impacté alors que nous étions en pleine gestion des intempéries de 2019, novembre et décembre, où en 6 jours on a eu 2 alertes rouges. Et c'est vrai qu'on était déjà dans une situation de crise avancée. Donc l'impact du Covid-19 est venu se rajouter à cette situation de tension. Et ça fait donc maintenant 1 an que nous sommes en gestion forcée. Alors quelles conséquences humaines et financières ont engendré ces événements hors du commun ? Alors elles ont engendré des conséquences différentes. C'est-à-dire que les intempéries de 2019 ont eu bien sûr un impact matériel, heureusement non pas humain, contrairement à 2015, et ont entraîné la nécessité d'investissements publics lourds, de remise en état et de mesures de protection. Et la crise du Covid-19 par contre a entraîné des drames plutôt humains et après financiers, puisque l'activité s'est arrêtée très brutalement pour de très longues périodes, notamment au niveau des commerces de proximité et des restaurants, qui sont aujourd'hui encore à l'arrêt total. Et aujourd'hui la difficulté, qui semble maintenant un peu s'améliorer, c'est que pendant près de 6 mois, nous n'avons eu aucune visibilité sur ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on est passé d'un arrêt brutal du pays au mois de mars, sans préavis, avec 2 heures de temps d'alerte le soir du premier tour, enfin la veille du premier tour, avec un confinement brutal, avec des inepties de communication gouvernementale, notamment sur les mesures sanitaires, le port du masque, avec une défaillance totale de l'État sur son domaine régalien de protection, c'est-à-dire que c'est les villes qui se sont substituées partout en France à l'achat et à la diffusion de matériel sanitaire, notamment je pense aux masques, où nous avons été nous les acheter en Asie, on en a fait confectionner plusieurs dizaines de milliers par nos couturières pour les distribuer, donc là aussi il y a eu un impact à la fois financier mais humain très très puissant. Après il y a eu le déconfinement brutal pour l'été, on s'est tous laissés emporter on va dire par un discours de rassurant qui n'était pas adapté et qui aujourd'hui s'avérait en fait irresponsable très clairement. Et aujourd'hui nous sommes sur un confinement long, mais très différent de celui de mars. Alors les impacts n'en seront pas moins forts, puisque aujourd'hui les commerces de proximité, les restaurants et les hôtels sont dans un niveau de dévastation avancé, surtout sur une zone touristique comme la nôtre. Et au niveau humain, je pense que ça laissera des traces profondes. Alors pour Mandelieu-la-Napoule, entre les sinistrés de la fin d'année 2019 et la crise sanitaire que vous êtes en train d'évoquer, avez-vous une idée des commerces qui risquent de mettre la clé sous la porte, ou du moins en grande difficulté financière ? Alors naturellement, tous les commerces dont l'activité déjà est essentiellement saisonnière vont avoir de grandes difficultés de trésorerie. Donc des nouvelles aides ont été annoncées. Les entreprises qui avaient une ancienneté, qui avaient de la trésorerie et surtout des chiffres d'affaires devraient arriver à traverser cette période difficile. Le gros problème, c'est toutes les nouvelles entreprises, notamment celles qui ont été ouvertes et immatriculées l'année dernière, qui n'ont pas d'antériorité, donc qui ne sont pas éligibles aux aides de l'État. Il y a un vrai problème, en fait, si vous voulez, il y a une zone d'ombre sur cette zone d'activité où en fait on massacre tous les jeunes entrepreneurs qui, n'étant pas éligibles, n'ayant pas de trésorerie, ne vont pas survivre. Alors à notre niveau, nous essayons de développer de larges systèmes d'aide, tant financières, avec des exonérations de tout ce qu'on peut exonérer, des loyers, des terrasses, etc., tout ce qui dépend de la ville. Nous essayons de faire le lien avec l'État et nous avions obtenu une prolongation du taux de remboursement des PGE, enfin de la durée de remboursement, qui au début devait être remboursée en 2 ans, ce qui était intenable. Aujourd'hui, on met en place de nouveaux systèmes qui sont à la fois des systèmes pour permettre aux commerçants et aux restaurateurs de continuer à travailler, c'est-à-dire les places click and collect dans toute la ville, les plateformes numériques pour les accompagner et très prochainement nous allons nous donner de nouveaux projets, les accompagner, voire les financer pour leur permettre de rentrer dans cette nouvelle ère du numérique qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors évoquons ensemble ce confinement numéro 2. De votre point de vue, était-ce bien de reconfiner ? Bien sûr que non, c'est jamais bien de confiner. Le problème c'est est-ce qu'on avait le choix au stade où on en était arrivé. Le premier confinement a été très brutal, très violent et on était dépourvu de tout. Ça, c'était la première impréparation de l'État qui est liée au fait que pendant des mois, et notamment depuis le mois de décembre, on a totalement minimisé le danger. Et pendant cette période cruciale de quelques mois, en fait, on a découvert maintenant que non seulement l'État n'avait aucun stock de masques,
mais il ne s'était pas réapprovisionné auprès des fournisseurs. Et quand il a voulu se réapprovisionner, il était trop tard. La deuxième erreur, ça a été le déconfinement. Ce choix a été fait, encore une fois, parce qu'on s'est conforté dans l'idée que la propagation, la contamination était terminée. Ce n'était pas le cas. Et en réalité, pendant l'été, on a permis au virus de se disperser cette fois dans toute la France. On a créé les conditions de la deuxième vague. On a fini par prendre des mesures qui étaient encore une fois pour essayer de sauver l'économie à tout prix, notamment celle du couvre-feu, qui était du couvre-feu régionalisé. C'est arrivé trop tard. Et donc le deuxième confinement, au moment où il a été décidé, il n'y avait plus d'autre choix. Mais là où encore on a constaté une hérésie dans ce deuxième confinement, c'est qu'on est parti sur un maintien de l'activité économique, c'était une bonne chose en soi, mais avec des contraintes qui expriment là encore une bureaucratie qui est dans l'ADN français et qui atteint maintenant un tel niveau d'incohérence qu'elle bloque même le pays, c'est qu'on a été imaginer une distinction entre les commerces de proximité et les grandes surfaces totalement incompréhensible. On a été imaginer encore une distinction entre biens essentiels et non essentiels. On a assisté à des scènes quand même accalabrantesques entre fermeture de rayons de grandes surfaces ouvertes et maintien de petits commerces de proximité fermés, enfin, ce qui était totalement risible et unique au monde. C'est que personne au monde n'a eu l'idée de faire ça. Car n'oublions pas une chose importante, c'est que tout ce qu'on a vécu depuis maintenant bientôt un an est financé par un endettement sans précédent. Cet endettement, il ne va pas disparaître du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on a carbonisé les dernières réserves financières qu'on pouvait encore espérer, et il faudra payer demain. Et le prix sera très cher. Donc vous auriez fait donc différemment, si j'entends bien votre discours, par rapport au président Macron. Je ne sais pas, alors, encore une fois, il est facile de refaire après. Je pense que quand on gère les crises, surtout quand elles sont inédites, il est important à la fois d'avoir un travail en amont préparatoire, de prudence, et d'imaginer l'improbable. C'est-à-dire que qui aurait pu imaginer une pandémie mondiale ? Elle aurait dû être au moins simulée, c'est-à-dire avec les voyages internationaux. Il est évident, et beaucoup de pays y ont travaillé, que des propagations virales peuvent se répandre très très rapidement. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tous les pays du monde ont eu un cas pratique, c'est-à-dire le même problème, et tout le monde l'a géré différemment. Et le système français a révélé ce qui était notre faiblesse inhérente, et sur laquelle nous on se bat en tant que collectivité locale depuis des années, les finances, l'administration, la complexité, les incohérences permanentes, les contradictions permanentes, les normes par centaines de milliers. Tout ça fait qu'au résultat, au final, le schéma ne marche pas. Regardez aujourd'hui ce qui se passe même en Allemagne. En Allemagne, l'anticipation est systématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Allemagne, on est déjà en train de prévoir où vacciner, comment vacciner et d'avoir le matériel pour vacciner. En France, on n'a rien préparé. Ça se fait en interne par des hauts fonctionnaires qui réfléchissent tous de la même manière et qui ne savent faire qu'une chose, c'est la norme, la déconnexion du terrain parce qu'ils n'y ont pas mis les pieds depuis des années ou jamais. Et on ne fait que de la norme et du texte. Donc, moi, j'aurais fait différemment dans le sens où j'aurais fait une gestion de terrain. Parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne. On aurait peut-être eu aussi des grands défis à relever. On aurait pris au moins des mesures qui soient compréhensibles et dont l'efficacité serait, plutôt que de tout bloquer, d'essayer de faire du cas par cas. Alors c'est important de souligner à nos téléspectateurs que Monsieur le maire Sébastien Leroy est avocat de son État, donc il n'est pas effectivement issu de l'administration à proprement parler. C'est important de le souligner. Et d'ailleurs, je crois qu'on a toujours tendance à dire, d'un point de vue extérieur, qu'entre les deux assemblées, que ce soit l'Assemblée nationale et puis l'Assemblée sénatoriale, que le Sénat, c'est toujours la chambre qui est plus proche du terrain, c'est ce qu'on dit toujours. Parlons toujours de ce deuxième confinement, Monsieur le maire. Comment l'avez-vous appréhendé par rapport au premier d'un point de vue social ? Alors, d'un point de vue social, le deuxième confinement est plus pervers que le premier. Le second donne un sentiment de poursuite d'activité, alors qu'en réalité, les ravages qu'il est en train de créer seront plus profonds. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on est en train d'aggraver les difficultés de certaines entreprises en envoyant des messages très négatifs sur la reprise d'activité et sur le long terme, moyen-long terme. On se prépare à une année encore au mieux en demi-teinte. Et donc en réalité, aujourd'hui, toutes les entreprises qui sont à l'arrêt reçoivent des messages extrêmement contradictoires, parce que très complexes à obtenir en termes d'aide, de remise en route, etc. Et il va y avoir une perte de confiance qui commence à se créer, que les territoires vont essayer de pallier par une politique locale très ambitieuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rôle des villes, c'est de donner de l'avenir, de donner de la stratégie, non pas au mois, mais à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour apporter de la confiance, pour réapporter les investisseurs, pour que les liquidités qui circulent aujourd'hui en grande quantité soient investies dans l'économie réelle et non pas sur les marchés financiers, ce qui était aussi une grande erreur de stratégie d'investissement. C'est-à-dire que la machine,
aujourd'hui locale, doit produire de la richesse. Or, en France, on a considéré depuis 50 ans qu'il fallait créer uniquement du service. Et on a délaissé l'industrie, on a délaissé l'économie réelle, ce qui était une catastrophe. Et comme notre administration est pléthorique et qu'elle bloque tous les projets possibles, vous n'imaginez pas à quel point aujourd'hui, le premier ennemi d'une collectivité, c'est l'État dans tous les niveaux. Et si vous réglez le problème social, ce qui était votre question, c'est pas en faisant de l'aide financée par l'endettement, ça c'est du court terme. Il faut que nos territoires soient créateurs de richesses, soient créateurs d'emplois, soient créateurs d'activités. Alors, nous sommes aujourd'hui à la veille du déconfinement progressif du 28 novembre. Comment redynamiser le commerce dit non essentiel? Alors, les commerces non essentiels, d'après le gouvernement, parce que en ce qui me concerne, je pense qu'ils sont essentiels. Écoutez, aujourd'hui, ils vont pouvoir reprendre leur activité d'ici samedi. Sauf restaurants et hôtellerie, où là c'est un défi qui s'annonce plutôt pour l'année prochaine. Donc aujourd'hui, c'est très simple. Déjà, il y a toutes les mesures immédiates, c'est-à-dire de pouvoir permettre à tous les citoyens d'aller faire leurs achats au niveau de la proximité, pour ne pas qu'ils se réfugient sur les plateformes numériques. Donc il faut qu'on facilite les accès, il faut qu'on permette la visibilité des commerçants, il faut qu'on assure toute la remise en route du moteur rapidement et dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, il faut qu'on poursuive notre politique d'aide, et ça va se poursuivre sur 2021 avec l'exonération de tout ce qu'il est possible de faire. On ne peut pas les exonérer de taxes, mais on peut les exonérer de droits d'occupation des terrasses, des loyers quand ils sont dans des locaux occupés par la ville. Donc ça, c'est l'immédiat, la facilité. Ensuite, il faut ce que je vous disais, il faut qu'on initie des politiques publiques très très percutantes pour envoyer des messages forts de prospérité au niveau du territoire. Si le territoire public, l'espace public est prospère et performant, c'est là que l'espace privé peut marcher. Parce qu'on va devoir lutter aussi à une problématique de crise de long terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous allez avoir une crise de l'immobilier, notamment d'entreprise, probable. Donc il ne s'agit pas d'imaginer qu'on va régler le problème uniquement en faisant 2-3 cadeaux, des subventions de 10 000 € et qu'après tout va repartir comme dans les plus belles années. C'est une politique profonde qu'il faut initier, mais il faut donner de la stratégie à court, moyen et long terme. Ça ne marchera pas sans ça. Alors vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, le numérique. C'est vrai que c'est un petit peu le cheval de bataille de Bruno Le Maire, ministre des Finances, pour effectivement inciter les commerçants à aller très proche sur ce côté numérique. Mais il n'y a pas que le côté financier pour autant. Il y a peut-être l'accompagnement, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui aux commerçants qui sont complètement désemparés avec des sites en ligne. Sincèrement, un commerçant aujourd'hui, avec les défis qu'il a à relever, ne peut pas consacrer du temps à mettre en place sa stratégie numérique, sauf exception. Nous allons porter un projet numérique fort, mais il ne s'agit pas de le mettre juste à disposition, il faut accompagner le commerçant, il faut le financer dans un premier temps pour pas qu'il n'ait à le faire, et il faut lui expliquer comment faire, et que ce soit vraiment un parcours identifié, en partenariat, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, pour faire cette révolution du numérique qui aurait dû être faite il y a bien longtemps, mais pour des raisons culturelles, de tradition, beaucoup ne l'ont pas fait. Ce que nous avons vécu doit nous servir de leçon. Ça s'est produit, ça peut se reproduire. Vous voyez, c'est ce qu'on a vécu avec les inondations en 2015. C'est arrivé, personne n'aurait pu imaginer que ça soit arrivé à cette ampleur. Une fois que c'est arrivé, c'est que ça peut se reproduire et ça peut être plus violent. Regardez ce qui s'est passé dans la Vésubie. Eh bien, c'est exactement ce qui pourrait nous arriver aussi. Donc, tirons les leçons de ces échecs, car il n'y a que dans l'échec que l'on apprend, et c'est là qu'on a le plus d'expérience à gagner. Alors, je l'ai évoqué en début d'entretien, vous avez été élu en mars dernier, mais vous œuvriez depuis 3 ans aux commandes de la ville. Quels sont les chantiers que vous avez réalisés où vous êtes particulièrement fiers, et quels sont ceux prioritaires dans les 12 mois à venir, Sébastien Leroy? Dans les chantiers que nous avons réalisés, moi, ils m'inspirent tous un peu de la fierté. Je suis, moi, sensible au réaménagement urbain, c'est-à-dire la création des parcs, le renouvellement de notre espace de vie. Je dirais que les premiers qui ont été symboliques, parce que porteur d'une nouvelle identité qui était un peu des expériences, c'était les esplanades le long des berges de Siagne, ça a été des aménagements parfois ponctuels, des passages ou des terrains délaissés qui ont été réaménagés en avenue arborée. Aujourd'hui, on a de très grands projets qui seront lancés en 2021. Il va y avoir la rénovation du bord de mer, il va y avoir la rénovation totale du quartier du Grand Capitou. Donc ça, c'est des projets qui, à eux deux, vont représenter à peu près 50 millions d'euros d'investissement. Donc c'est quand même des projets lourds. En fait, si vous voulez, les berges de Siagne vont innerver notre ville d'un bout à l'autre. Et à côté de ça, je compte créer les berges du Rioux. En fait, l'idée, c'est que vous puissiez traverser la ville du nord au sud et de l'est en ouest sans croiser de voiture. Ça va accompagner un renouvellement urbain très profond, un renouvellement de l'architecture, des modes de déplacement, de la conception de l'espace urbain dans sa totalité. On va être, je pense, assez révolutionnaire sur ce sujet. Notre territoire a une richesse exceptionnelle. Il a un territoire vraiment préservé exceptionnel. Il est peu connu par l'extérieur, mais je pense que bientôt le monde pourra le découvrir et en tout cas, on fera en sorte de le sublimer. Donc c'est une
une grande année qui arrive. On est serein sur l'avenir parce qu'on a des finances solides et on a une capacité d'emprunt qui est intacte, parce qu'on n'a pas d'endettement dans la ville. Et notre endettement nous permettra, je pense, d'être créateur de richesse, vous voyez, d'actifs. Ça, c'est important. Il ne faut pas emprunter pour fonctionner et dispendre tous les jours, parce que ça, c'est la fuite en avant. On peut se faire plaisir pendant 5 ans, mais après, derrière, il faudra payer l'ardoise. Il y a beaucoup de réformes qui sont en cours, notamment fiscales au niveau de l'État. La taxe d'habitation, qui, à mon sens, est une hérésie complète, parce qu'en fait, on ne fait que déplacer le problème en tuant le budget des collectivités locales. Or, aujourd'hui, l'impôt des collectivités, c'est le seul impôt que le citoyen pouvait mesurer dans son espace de vie. Tout l'argent qu'il voit dans les communes, c'est ce qui est fait directement sur le terrain et dont le citoyen peut vérifier l'application. C'est ses services, c'est son environnement, c'est sa sécurité. Et moi, je suis très très inquiet et très sceptique sur le fait d'avoir de l'argent qui part dans un grand budget national et qui part n'importe où. Qu'est-ce qui vous plaît dans la politique aujourd'hui, Sébastien Leroy ? Écoutez, en fait, c'est pas la politique qui me plaît, très clairement. Non, ce qui me plaît, c'est de faire grandir et évoluer un territoire. Voilà, moi, c'est ce qui m'a toujours attiré. J'ai été très longtemps aux côtés d'Henri Leroy, mon oncle, mon prédécesseur, depuis son élection en 1995. C'est un sujet qui m'a toujours passionné. C'est aussi pour ça que j'ai la chance de connaître les équipes depuis maintenant plus de 20 ans. Et depuis que je suis rentré en politique, je me suis fixé un cap. C'est que moi, j'ai grandi dans cette ville, je la connais par cœur, et je me suis toujours juré un jour de faire de cette ville un phare sur la Méditerranée. Eh bien, comme ça, nous resterons, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci, monsieur le maire de Mandelieu-la-Napoule. Merci à vous. C'était Yvan Glazian, en mairie de Mandelieu, pour STRL TV.